Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. L'écoparentalité désigne une philosophie pratique. Il s'agit d'un positionnement éthique qui découle d'une certaine conception de la vie, du vivant et de la place de l'humain au sein du vivant. Ce positionnement implique certains choix ou certains actes cohérents dont les mots d'ordre sont autonomie, coopération, égalité, accueil, résilience, joie. J'emprunte ces mots à Daliborka Milovanovic, que j'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour Daliborka. Bonjour. La découverte de tes différents écrits et tes engagements divers en faveur du maternage proximal et de la liberté d'instruction a vraiment fait sens pour moi. Et on s'est d'ailleurs rencontrés dans le cadre de l'écriture d'une tribune de défense du droit à l'instruction en famille. J'aimerais que tu te présentes, si tu le veux bien, et que tu nous expliques un peu ce qui t'a mené vers tous ces questionnements et considérations autour de la périnatalité et de la parentalité. Très bien, merci pour l'invitation déjà, Chloé. Eh bien, je suis la maman de 4 garçons âgés de 10 à 22 ans, à qui j'ai essayé d'offrir un accompagnement au plus près de leurs besoins. Je les ai allaités et portés en continu. J'ai partagé leur sommeil, même la nuit. Je les ai instruits en dehors des murs de l'école. J'ai essayé de respecter autant que faire se peut leurs besoins, leur singularité, leur dignité, en tout cas autant que j'ai pu les comprendre. Et puis depuis toujours, je suis une boulimique de connaissances, assoiffée d'en apprendre davantage sur comment fonctionne le vivant, nos corps, nos sociétés, et passionnée de transmission parce que dès que j'ai une connaissance en main, j'ai l'impression que ça me brûle les doigts et que j'ai besoin de passer le relais à quelqu'un. Voilà, donc j'ai toujours beaucoup lu, beaucoup écrit et assez naturellement, je me suis engagée dans les métiers de l'écriture et de l'édition. Donc j'ai fondé les éditions du Hêtre en 2009, qui sont devenues plus tard les éditions du Hêtre Myriadis, parce qu'on a joint deux marques éditoriales que nous avions créées. Et donc, au sein des éditions du Hêtre Myriadis, on publie des ouvrages sur la grossesse, la naissance, le maternage, l'allaitement, l'éducation des enfants, la santé au féminin et de plus en plus de choses maintenant diverses, même des romans, avec toujours cet éclairage, dont on parlera plus tard sur ma conception, de l'éducation, de la parentalité, que je résume sous le terme écoparentalité. Voilà, j'ai aussi été directrice de publication et rédactrice du magazine parental Grandir autrement, qui malheureusement n'existe plus. Beaucoup de ces mines d'informations qui étaient L'enfant et la vie, Grandir autrement, PEPS, ont disparu tristement. Et puis actuellement, je suis directrice de la rédaction d'une publication trimestrielle en ligne éditée par la Leche League International. Alors c'est l'association de soutien et d'information à l'allaitement, mais c'est son antenne internationale. Cette publication s'appelle LLL aujourd'hui, LLL Today. Voilà. Et puis à côté de ça, évidemment, j'ai fait plein d'autres choses. Je suis très engagée dans divers combats. J'ai initié le mouvement des Tentes Rouges en France, qui sont des cercles de femmes ritualisés,
comment dire, où les femmes, voilà, parlent librement de questions féminines. Et puis je me suis investie dans diverses associations, telles que la Leche League précisément. Avant d'y travailler, j'y étais, et je suis toujours bénévole d'ailleurs. Doula de France, qui est, voilà, parmi les plus belles années de ma vie, voilà, la rencontre de toutes les femmes qui font Doula de France. Et puis je mentionne aussi l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, dans laquelle, enfin, je suis investie depuis son début, voilà, depuis sa création en 2006, et plus ou moins intensément selon les périodes. Voilà, je ne vais pas parler de tout ce que je fais parce qu'il y a vraiment plein de choses. Il y a l'association Femmes Sauvages avec le collectif La Révolte des Mères, mais voilà, on fera peut-être une autre Mmh. émission plus tard, hein. Tu fais plein de trucs. Voilà, je fais plein de trucs. Ok. Alors, je sais qu'on a les mêmes références. C'est ce qui m'a d'ailleurs dirigée vers toi. Je sais que l'ouvrage du concept du continuum de Jane Liedloff a résonné pour toi, euh, comme pour moi, et tu as d'ailleurs théorisé ton concept d'écoparentalité. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et quels sont les enjeux d'une telle modalité d'être parent? Écoute, oui, le lien entre écoparentalité et concept du continuum, il est direct, hein. Hem, le livre de Jean Lidloff, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Ouais, merci. Donc c'est un ouvrage, que j'ai découvert, très tôt enfin très tôt. J'aurais aimé l'avoir lu avant la naissance de mon premier enfant, mais je l'ai Hmm, lu, entre la naissance de mon second et de mon troisième, et il m'a, littéralement bouleversée. Il m'a fait verser des larmes. Je sais que c'est un ouvrage qui a eu le même effet sur beaucoup d'autres personnes, hein, de mamans, de parents, positifs, ou voire négatifs, parce que je sais qu'il a pu parfois susciter de la culpabilité chez certaines personnes. Voilà, donc je disais que j'aurais aimé l'avoir lu avant la naissance de mon premier. Moi, je pense que c'est le livre que tous les futurs parents devraient lire, s'il ne fallait en choisir qu'un seul. Il y a d'autres ouvrages excellents, mais voilà, celui-là, il est vraiment en tête de liste. hmm. On en entendait beaucoup parler chaque fois qu'on allait traîner un petit peu ses savates dans un forum maternage proximal, instruction en famille ou choses de ce genre-là. Donc Hmm. en fait, ce livre, c'est un témoignage d'une femme qui a eu l'occasion de vivre plusieurs mois parmi les Yekwana. C'est un peuple autochtone de la forêt amazonienne. Et au contact de ces Yekwana, cette femme, donc Jean Lidloff, euh, elle a vu toutes ses convictions relatives aux soins et à l'accueil des enfants voler en éclats. Et c'est vraiment très bouleversant, hein. Je veux dire, quand on n'a pas idée de ça et qu'on n'a pas fait un peu d'anthropologie, qu'on n'a rien lu sur comment on s'occupait des enfants ailleurs sur la planète, ça fait un vrai choc culturel. Et, donc, qu'est-ce qui caractérise les Yekwana? Donc, les Yekwana ne laissent jamais leurs enfants pleurer. Ils ne laissent jamais dormir seuls. Ils les portent assidûment, donc pratiquement sans arrêt, tant qu'ils sont en âge d'être portés. Et les femmes, elles les allaitent en continu. Euh, ils ne frappent pas les enfants, ils ne les enferment pas dans des lieux. Il y a une anecdote très intéressante. C'est parsemé de petites anecdotes qui en disent long en fait sur toute leur conception de l'humain finalement. Et il y en a une qui est très intéressante, qui parle d'un papa qui a essayé de fabriquer un parc en construisant euh, comment dire, avec des planches de bois comme une clôture, et qui a mis son enfant dedans. Parce qu'il voulait le protéger de peut-être certains éléments dangereux. Puis l'enfant s'est mis à hurler, et le papa, il a paniqué en voyant ça, il a enlevé son enfant immédiatement, et il a dû se dire, mais quelle idée j'ai eue, quoi. Voilà, ce que nous, on ne fait pas dans nos sociétés occidentales, c'est-à-dire qu'on ne se laisse absolument pas guider par la réponse que les enfants nous donnent. Ils savent très bien communiquer, les gamins, hein, aux différents comportements que nous avons avec eux. Donc voilà,
heu, quand on lit ce livre, on se dit: «Mais en fait, le paradis des enfants, c'est chez les Yekonas. S'il y a eu un lieu sur terre où les enfants étaient heureux, c'est chez eux ou autre tribu de ce genre». Et d'ailleurs, le sous-titre de ce livre, c'est «À la recherche du bonheur perdu». Mmh. Petit sous-titre qui ne manque pas de nous rappeler, Paradise Lost de John Milton, donc le paradis perdu. Et ce bonheur, ce paradis, les humains des sociétés, agricoles et surtout des sociétés industrielles que sont devenues nos sociétés, et ben, ce bonheur, et ben, ils l'ont perdu parce qu'ils ont refusé à leurs enfants les soins que les enfants attendaient d'eux. Donc ils se sont refusés à eux-mêmes les soins que, heu, leur corps, enfin que biologiquement attendent de la part de ceux qui les mettent au monde. Moi, c'est ce que j'ai retenu de l'expérience de maternage intensif que j'ai offert à mes enfants et c'est ce que Jean Lidloff a retenu de ses observations de la façon dont les Yekonas élèvent leur progéniture. Et Ouais, alors j'avais juste la mmh définition parce que, c'est vrai que ça peut paraître un peu, étrange. On peut se demander ce que c'est cette histoire de continuum. Elle a donné une définition de ce que c'est. mh. Je vais la lire. Mmh. Le continuum humain peut être défini comme un enchaînement d'expériences qui correspondent aux attentes et tendances de notre espèce dans un environnement de même logique que celui où sont nées ces attentes et tendances. Cela implique un comportement adéquat vis-à-vis des autres acteurs dans cet environnement et une attitude appropriée de ceux-ci envers nous. Ça m'a Oui, paraissait intéressant de dire ce que c'est ce continuum parce que ça peut paraître compliqué alors qu'en fait c'est très simple. tout à fait. C'est très simple, c'est une formule moi je trouve très facile à comprendre et moi clairement, toute ma réflexion sur l'écoparentalité s'enracine dans cette, vision, dans cette, définition de ce que c'est que le continuum de l'espèce humaine. Ce que je voulais dire, c'était que, puis je développerai peut-être un petit peu plus après sur le lien entre continuum et écoparentalité. Mais ce que je voulais dire, c'était que, ce que je retiens moi, voilà, de l'expérience de maternage intensif que j'ai, offert à mes enfants, ce que Jean Lidloff a retenu de ses observations de la façon dont les Yekonas, élèvent leurs enfants, c'est une qualité particulière du lien parent-enfant, heu, qui est, voilà, c'est un lien qui est caractérisé par 2 choses, la continuité et l'immédiateté. La continuité, alors c'est pas exactement le même sens de continuum, mais comment dire? Ça en fait partie. La continuité dont là, moi, je parle, c'est, le fait que le lien entre le parent et l'enfant, notamment entre la mère et l'enfant, on parle de façon privilégiée de la mère dans vraiment les toutes premiers mois et premières années parce qu'elle pourvoit à des soins, auxquels, un homme ne peut pas, subvenir. Donc voilà, cette qualité particulière, ce lien est caractérisé, oui, donc par la continuité et l'immédiateté et la continuité, pourquoi? Parce qu'on n'est pas sans cesse en train de l'interrompre par des absences de la mère ou de, bon, bah, toute autre figure d'attachement principale. Parce que, c'est toutes ces interruptions, du lien, elles sont source de désorientation et de stress pour le petit. Mmh. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'immédiateté. C'est vraiment c'est vraiment central. L'immédiateté, c'est le fait qu'on interagisse avec un enfant en corps à corps, en peau à peau, de façon directe et qu'il y a pas de médiation entre les 2 par des objets comme le biberon, la poussette, le lit à barreaux, la tétine ou, toute cette multitude d'objets, heu coûteux, inventé dans une logique totalement capitaliste, heu, Gadget, gadgets, inutiles. Non seulement ils sont inutiles, mais en plus ils sont nuisibles. C'est c'est ça le ça. problème, c'est que si ce n'était qu'un coût pour notre porte-monnaie, Et pour la non, planète? oui et pour la planète, mais ce sont des heures de psy, qu'on va payer dans 20 ans. Voilà. Mmh. Si tant est qu'on trouve un psy, qui soit capable de guérir ce genre de manque, hem, grave.
Heu, Bah, disons que plutôt que d'aller réparer, parce qu'on peut faire plein de choses en thérapie, notamment en ICV, où on va aller réparer effectivement des petits moi bébés blessés à qui on n'a pas suffisamment répondu. bon, on Euh, peut éviter ça, c'est et sûr, si on peut éviter, c'est ça, il y a tout un travail de communication à faire et c'est ce qu'on c'est ça, s'attache, je pense, à c'est ça. faire. Et donc, à la continuité, à l'immédiateté, moi, j'ai ajouté 2 autres notions que j'ai pas du tout inventées, que j'ai peut-être lues, empruntées à quelqu'un et je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, c'est des mots que j'utilise depuis très, très longtemps. C'est répondance et consolance. Hmm. Et ces deux mots désignent en fait des qualités essentielles du maternage. D'un maternage adéquat aux attendus biologiques de notre espèce. La répondance, c'est le fait de répondre sans délai à un besoin, qu'un petit sait très bien exprimer, hein, d'y répondre sans délai, ou en tout cas avec un délai compatible avec la capacité qu'a l'enfant de différer la satisfaction de son besoin. Hmm. Et on sait très bien que plus ils sont petits, plus ce délai doit être très, très court. Et on confine à l'immédiateté. L'immédiateté dont je parlais tout à l'heure, elle est physique, mais elle est aussi temporelle. On réagit immédiatement. Typiquement, dans l'allaitement, par exemple, on dit souvent il faut allaiter à la demande. La fameuse demande, ce n'est pas des hurlements, Oui. c'est les premiers mouvements de bouche qui disent là, je veux le sein. Donc, la réponse immédiate, et puis la réponse, comment dire, adéquate, conforme à la demande de l'enfant. Et il y a pas besoin d'être, je ne sais pas, d'avoir fait sciences de l'éducation pour comprendre. Pour ce papa Yekwana, il n'y a pas eu besoin de faire des années de psy ou de sciences de l'éducation pour comprendre que quand il a mis son enfant dans ce qui ressemblait peu ou prou à un parc, et qui s'est mis à hurler qu'il n'avait pas envie d'être là-dedans. Voilà, c'est des choses assez basiques. Cette répondance est une qualité tout à fait accessible qu'on a en tant qu'être humain. Hmm. La consolance, euh, et là, je ne sais pas si tu connais, mais il y a un ouvrage absolument extraordinaire d'un monsieur qui s'appelle Chaim Cohen, qui est pédiatre, qui a écrit un livre qui s'appelle Tu ne laisseras point pleurer, qui est voilà, de la poignée de livres qui m'ont bouleversée. Et dont je retiens cette phrase qui dit aucune larme ne doit se perdre. On ne doit laisser couler aucune larme. Hmm. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on évitera toutes les larmes de nos enfants, mais aucune larme ne doit rester inconsolée. Et cette consolance, voilà, c'est ça, c'est la, la, le fait de courir à consoler celui ou celle qui pleure. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui ne vaut pas seulement pour les enfants, mais pour tout le monde, même pour les grands. On console aussi les grands qui pleurent. Voilà, donc Oui, bah, c'est à l'origine de l'empathie d'ailleurs, hein. C'est ce qui va permettre aussi à l'enfant d'être empathique à son tour. complètement. Complètement. Là, on est clairement dans l'apprentissage. En fait, comment dire, la manière dont on traite nos enfants quand ils sont petits, euh, ça va constituer les bases de sa définition de ce que c'est que l'amour. L'amour, on peut pas donner à l'amour une définition absolue et totalement extrinsèque. D'ailleurs, il y a même des bouquins qui ont été écrits qui s'appellent Les langages de l'amour. Alors voilà, on pourrait dire qu'on aime quelqu'un en lui achetant plein d'objets, on pourrait lui dire qu'on l'aime en lui achetant des fleurs ou que sais-je. Mm. Mais oui, mais c'est ça en fait. Oui, l'amour et la perception de comment on aime quelqu'un, elle se construit euh, dans le plus jeune âge. Euh, eh bien, moi, j'aime autant que les enfants construisent une notion de l'amour qui soit fondée sur le fait d'être consolé, le fait qu'on réponde à leurs besoins, le fait qu'on réponde aux attendus biologiques de leur espèce. Et effectivement, ça construit en eux, euh, comment dire, un abord plus joyeux de la vie, et Une ça, confiance.
voilà, une confiance, et cetera. Enfin, toute chose qu'on sait, Mmh. évidemment. Hem et en fait, j'irai un petit peu plus loin parce qu'on dit tout le temps il y en a qui disent il y en a qui disent: «L'amour ne suffit pas». J'ai oublié comment elle s'appelle. Il y en a Je sais qui pas. disent comment? Je sais pas qui a dit ça. Non, une fille qui a écrit un bouquin qui s'appelle «L'amour ne suffit pas», j'ai Caroline Goldman qui me vient en tête, mais c'est pas du tout Ah non, quelle horreur, merci. Merci de ne pas la citer dans mon podcast. vrai, parce qu'elle a fait beaucoup de bruit en ce moment, mais c'en est une Ouais. autre qui a un petit peu disparu. Elle a écrit un livre qui s'appelle «L'amour ne suffit pas», ou alors de dire: «L'amour, ça se construit», mais à chaque fois, il s'agit de spéculation intellectuelle, perchée, et là, on se dit: «Mais non, l'amour, c'est physique, l'amour, c'est de la biologie, l'amour, c'est le lait que l'enfant boit, c'est les câlins qu'il reçoit, c'est le portage, c'est Mmh. le fait d'essuyer ses larmes, c'est tout ça l'amour. L'amour, c'est pas intellectuel. Oui, l'amour, ça se construit, mais ça se construit avec le corps, ça se construit pas avec des mots. Alors évidemment, notre civilisation de mots et de distance, on prétend construire de l'amour avec des mots et de la distance. Bah, avec le succès qu'on connaît, hein. De mon point de vue, Mmh. c'est pas, super génial, génial. Mmh mh. Voilà, et donc sur toutes ces réflexions-là, petit à petit, s'est construite l'idée d'une parentalité écologique, et voilà, j'ai proposé le mot écoparentalité, pour, grouper ensemble, l'idée d'écologie et l'idée de parentalité. Et donc finalement, l'écoparentalité, qu'est-ce que c'est? Ça désigne un ensemble de comportements parentaux qui sont, cohérents avec les besoins du petit humain. Hem Et donc, qui permettent de, comment dire? Il faut s'imaginer finalement la relation, du parent à l'enfant, de la mère à l'enfant, comme un écosystème, heu, avec des interactions extrêmement fines et comment dire? Extrêmement fines, et la moindre perturbation de ces interactions peut nuire à un processus de développement. Voilà. Mmh. Hem Et donc parmi ces attendus, ces besoins attendus, enfin les besoins du petit, que le petit attend qu'on les comble, Mmh. il y a l'allaitement, il y a le fait de ne pas dormir tout seul, hein, le sommeil partagé, il y a le fait d'être porté, et une notion que j'avais trouvée intéressante, que je reprends que je reprends dans mes textes, c'est l'idée que le corps de la mère, c'est l'habitat naturel de l'enfant. Puis on pourrait emprunter du vocabulaire, d'écologie ou d'biologie, on peut dire que c'est le biotope naturel du nourrisson. Mmh. À tout plein de points de vue qu'on pourrait développer éventuellement ou pas. Du coup, là, je peux pas m'empêcher de penser à Jean-Michel Blanquer qui dit que le milieu naturel, le biotope naturel de l'enfant, c'est l'école. Mmh. Ouais. Voilà, lui, il a tout compris à la microbiologie. Voilà. Mmh. Et donc, ça comprend aussi cette écoparentalité, ces comportements, ça comprend aussi le fait de ne pas laisser pleurer, de répondre assidûment aux appels du petit, de respecter son corps, les besoins du corps, les expressions du corps, la sensibilité de cet être qui est éminemment sensible et éminemment compétent à exprimer cette sensibilité, ses aversions, ses joies, ses désirs, et que nous sommes équipés pour comprendre, mais parce que ça nous arrange, qu'on fait exprès de ne pas voir. Hein. Voilà. L'enfant, il y a quelqu'un qui l'a dit dans les années 70, c'est une personne. C'est Mmh. pas, je sais pas, une espèce de table rase qu'il faut formater, une terre glaise, on va en faire ce qu'on veut. Un vase à Oui, remplir. oui, un vase à remplir, un tableau noir sur lequel écrire. Non, non, Mmh. c'est une personne, et c'est une sensibilité, et c'est ce que les Yékouana ont compris. Et de nombreuses autres cultures, hein, ou sociétés traditionnelles, heu, comprennent que là-dedans, là, dans ce petit corps, il y a quelqu'un, c'est Mmh. habité, il y a du monde, c'est pas vide.
Et cet être à l'intérieur, il voit déjà, il perçoit déjà, il est sensible, il a des préférences, hein, et il a Mais des choses qui ouais. le viennent. Voilà. Tu sais, moi, ça me fait penser vraiment à la métaphore du gland dans lequel il y a tout le potentiel du chêne, en fait. Tu vois, Mmh. le gland, il suffit qu'il soit dans la terre, qu'il ait de l'eau, de la lumière, et il va devenir un chêne. Et je pense qu'on pourrait Alors pas à tort considérer que l'enfant, bah, c'est pareil, il y a un potentiel inné. c'est une idée intéressante, mais moi je vais la contredire de cette manière-là, Vas-y. si tu me le permets. Bien sûr. Heu, En fait, je pense qu'il y a un problème à voir l'enfant comme un potentiel. L'enfant n'est pas un potentiel. Ça veut dire qu'on le juge sans arrêt sur ce qu'il sera, comme si en fait, mais parce que c'est dans notre, je veux dire, c'est dans notre, culture de percevoir des finalités et des processus téléologiques. Téléologiques, c'est-à-dire qui vont vers une fin, partout. On voit sans arrêt des progrès, des processus, du développement. Je pense qu'il y a un courant sociologique d'ailleurs qui a dénoncé cette façon de voir les choses comme par le terme développementalisme. Et le Mhm. développementalisme, c'est vraiment cette idéologie selon laquelle il n'y a que tout n'est que processus vers une fin. Pourtant, il me semble que la biologie est l'exemple même de comment dire? La science même qui récuse tout finalisme dans la nature. Il n'y a pas de finalité dans la nature et si on se penche du point de vue de la biologie, finalement, il n'y a que des individus et il n'y a que l'instant présent. Et dans l'instant présent, heu, cet être-là, il n'est pas la moitié de ce qui va être plus tard ou comment dire? Il est déjà complet et je pense Oui, alors, que ouais. je Mhm. dis pas que c'est ce que tu penses, hein, Chloé. Je voulais juste rebondir, j'en profitais parce que c'est vrai que très souvent, on justifie, des comportements, violents vis-à-vis des enfants sous prétexte qu'il est un être inachevé, qui a besoin d'être complété, formaté, et cetera, et cetera. Et certaines images ou métaphores pourraient, comment dire, laisser croire ça. Et c'était juste une occasion pour moi de le préciser qu'il est déjà là, tout entièrement, et il faut le considérer comme complet. Et pas sans arrêt être dans le futur et dans l'idée de formater quelque chose. Ouais, Enfin, alors voilà. non, mais tu as bien fait d'intervenir pour dire ça parce que pour moi, tu me contredis pas du tout. On dit la même chose. Ce que je voulais dire, c'était que justement, dans le gland, il y avait cette Ouais, complétude déjà oui, tout est là. à la base, en fait, tout est là. Et effectivement, ça se déploie Il est déjà seul. Mais entier, en l'idée, fait. c'est pas d'imaginer le grand chêne. L'idée, c'était de dire que, eh ben, dans le gland, il y a tout ça qui va se passer, enfin, qui va se passer, En qui fait, est là, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est là. il est C'est déjà ça. le chêne. Le gland est déjà le chêne. C'est juste qu'il est Mhm. organisé, la matière est organisée de manière différente. Voilà, et Mhm. l'enfant est déjà l'adulte. Mhm. Bon. Alors pour revenir sur l'écoparentalité et voilà, la notion d'écologie dans la notion d'écoparentalité. Donc j'ai parlé de l'idée de biotope, d'habitat naturel, d'interactions fines qui sont biologiquement déterminées. Il y a un truc que tu as dit, que tu as rappelé tout à l'heure en donnant la définition du continuum, c'est l'enchaînement. Quelle est l'expression exacte? Un L'enchaînement des, enchaînement d'expériences voilà, qui enchaînement. correspondent aux attentes et tendances de notre espèce. Ouais, 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 l'enchaînement des expériences. Et effectivement, Jean Midlove parle de ça, ça me semble important. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais réfléchir davantage, mais vraiment l'enchaînement des expériences, chez Jean Midlove, ça veut dire qu'il y a il y a des expériences qu'on a besoin de faire à un moment donné. C'est assez proche des fameuses, périodes sensibles de Maria Montessori.
voilà, c'est des idées qui reviennent très, très souvent sur cette idée que, enfin, sur le fait que, comment dire? Alors, je viens de critiquer le développementaliste pour de nouveau te parler de théorie du développement, mais voilà, c'est une réalité. Hem, la matière s'organise dans un certain ordre, propre à chacun. C'est jamais un modèle figé. C'est pour ça que c'est dangereux d'appliquer des programmes, entre parenthèses scolaires par exemple, identiques pour tous, parce que nous sommes tous différents. Néanmoins, il y a de grandes lignes dans le développement du cerveau, par exemple. Ça, on le sait, par exemple, que si tu couds les paupières d'un chaton à sa naissance et que tu les découds 6 semaines après, le chaton, il est aveugle à vie. Parce que c'est à ce moment-là que le réseau de neurones relié à son nerf optique se constituait. S'il n'y avait rien à voir, eh ben, les neurones qui correspondent à ça n'existent plus. Mmh. Voilà. Donc, il y a des périodes sensibles et il y a des expériences qui sont fondamentales dans l'organisation de ce corps, voilà, de cet être. Et c'est en ça que, c'est peut-être, culpabilisant. Tu disais dès le départ, tout à l'heure là que ce livre, il pouvait être, à la fois perçu comme, génial, et puis, comme hyper culpabilisant parce que, bah, certains seraient tentés de se dire: «Mince, bah, j'ai tout loupé, quoi». Oui, 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 mais enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, il faut pas que ça culpabilise. Ça peut rendre triste et la tristesse, c'est la reconnaissance d'un manque, d'un raté, d'un loupé, de quelque chose de perdu. Et on peut pas éviter la tristesse. Par contre, on peut éviter la culpabilité parce que, au fond, ce sont les sociétés qui choisissent le mode de maternage qu'on va donner aux enfants. C'est pas tellement les individus. Évidemment, il y a des individus qui parviennent à se défaire du carcan, mais globalement, les choix individuels sont extrêmement déterminés par les choix collectifs, par l'idéologie collective. C'est ce que quelqu'un comme James a créé, qui a écrit Le problème avec l'allaitement, décrit très bien, quand il dit comme ça dans une formule un peu étonnante, qui dit: «Ce ne sont pas les femmes qui décident d'allaiter ou pas, ce sont les sociétés». On vit dans une Mmh. culture d'allaitement ou dans une culture de non-allaitement. Bah, là, c'est Mmh. pareil, on vit dans une culture de la distance parent-enfant ou de la proximité parent-enfant. Bah, la nôtre, c'est la distance et aller contre ça, c'est extrêmement difficile et c'est de ça dont il faut prendre conscience. C'est du déterminisme culturel et du fait que, ah bah, voilà, et on y est pour rien. Alors ça peut nous Bah, rendre d'où tristes, l'importance de s'informer quand même, d'où oui, l'importance de d'aller chercher l'information aussi et puis, bah, pour ceux qui sont un peu plus, conscients de tout ça aussi de témoigner et de le partager. tout à fait, tout à fait. Donc néanmoins, voilà, l'information, en amont, elle est primordiale parce que, l'enjeu en fait est tel, hem, i la façon dont on traite nos enfants, elle détermine le type de société qu'on va avoir. Mmh. Et d'ailleurs, finalement, la manière dont on traite nos enfants, c'est la manière que réclame notre culture, enfin notre société pour pouvoir se perpétuer telle qu'elle est, d'une certaine manière. Et si on veut changer les choses, il faut commencer à la racine. La 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 violence éducative, elle commence, bah, dans le berceau, justement, en laissant Mmh. l'enfant dans le berceau. Elle commence même avant la naissance, enfin pendant la Oui, grossesse et oui, à la naissance. oui, 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 tout à fait et à la naissance. Hem donc c'est important de prendre conscience des impacts, enfin des implications des coûts. Voilà, et c'est là qu'on rejoint la notion d'écologie parce que j'ai beaucoup raisonné dans ces termes-là. C'est des coûts, que ça a pour un individu et pour la société entière, heu, du refus de donner aux enfants les soins qui sont conformes, adéquats, attendus au continuum de l'espèce humaine. Ce coût, il est immense.
Si on refuse à l'enfant le type de maternage auquel tout son corps s'attend, on entre dans une logique de rafistolage, Mmh. on l'a déjà mentionné, et de réparation. Voilà. Plutôt que de faire simplement ce qui coule de source, on entrave et après on s'aperçoit du fait que ça pose problème et du coup on répare. Et on est sans cesse dans une logique de rafistolage, de rustine, de réparation et c'est toujours imparfait. Le, enfin, un organe remplacé ne fonctionne jamais qu'un organe en bonne santé dès le départ, tu vois? Mmh. Mmh. Hem, voilà, donc on répare les traumatismes. Des traumatismes qui auraient pourtant, pu être facilement évités et l'autre élément, enfin, quand je parle de coût là et qui fait penser à l'écologie, c'est, l'idée de toute l'énergie qu'il faut déployer pour réparer. Elle est infiniment plus grande que celle qui est nécessaire à simplement répondre aux besoins. Voilà, des Mmh. réponses d'autant moins coûteuses énergétiquement qu'elles ont été facilitées par de nombreux processus biochimiques, hormonaux innés. Hem, on dit souvent, «Oh là là, la grossesse, l'allaitement, c'est un coup pour la mère». Il y a une excellente vidéo que j'ai regardée, justement hier de James Sacré, encore James, où, la journaliste lui parle de: «Oh quand même l'allaitement, un coup pour la mère». Et lui il dit: «Mais, avoir un enfant, c'est un coup pour la mère de toute manière. Si vous pensez que parce qu'elle ne l'allaite pas et qu'elle lui donne le biberon, ça lui coûte pas, vous avez tort. Mmh. Alors pourquoi ne pas choisir le moindre coût? Le moindre coût global?» On va pas, partir sur des banalités comme l'allaitement, c'est gratuit ou des choses comme ça, mais on pourrait. Mais simplement, toute énergie psychique et physique qu'on doit mettre en place pour dire non, un non injustifié, hein. Je vous parle pas enfin, faut pas non plus interpréter n'importe comment des choses que les gens, enfin, disent banales. Enfin, un non, c'est pas un non, heu heu, jette-toi par la fenêtre. Non, dire non, tu mangeras pas maintenant, faut attendre. Ou non, tu peux pas toucher à cet objet, c'est soi-disant dangereux pour toi. Alors que l'objet en vrai il est pas dangereux, c'est juste que ça t'embête, qu'il dérange tout et que toi tu sois obligé de tout ranger derrière. Enfin, j'en sais rien. Il y a mille et une situations de non qu'on dit à des enfants, de choses qu'on leur refuse qui sont absolument pas justifiées. Il y avait des Mmh. études d'ailleurs qui ont été faites sur ça. J'avais lu un truc hallucinant, où en fait, les parents, quand ils étaient en présence de leurs enfants, disaient non toutes les 90 secondes. Non, 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 toutes Ah les l'horreur. 90 secondes. J'adorerais retrouver le lien de cette étude-là, j'avais lu ça dans un bouquin et je me suis dit: «Mais c'est dingue!» Non Mmh. sans arrêt. Alors qu'il suffit simplement de se dire: «Bon, mais pourquoi est-ce que c'est si grave pour moi, qu'il mange, 15 minutes plus tôt? Et puis pourquoi ça me dérange finalement qu'il mette tout cette boîte d'objets sans dessus-dessous?» Enfin voilà, et là tu t'aperçois que et moi, on m'a souvent reproché d'être flegmatique et flemmarde. On me dit: «Oh mais toi, tu fais, de la maternité de flemmarde». Ben, ouais. Oui, pourquoi est-ce que je devrais me faire souffrir et faire souffrir mes enfants à sans arrêt être en lutte contre eux? Tout ça pour faire appliquer des principes totalement désincarnés? Ben non, je ne lutte pas. Je laisse couler, je suis la vague, je me laisse porter, toute métaphore que tu veux. Et en tout cas, énergétiquement pour moi, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que tout en ayant donné à mes enfants des maternages ultra intensifs, hein, je veux dire en termes de portage, d'allaitement, etc. Moi, j'ai eu l'impression d'être juste bien et que tout était facile et que tout coulait de source. Voilà. Mmh. Et surtout que, quand même, un traumatisme, c'est jamais vraiment réparé. On aime bien vous dire: «Ah mais si quand même». D'ailleurs même Jean Lidloff, hein, dans la deuxième édition de son bouquin, elle disait: «Oui, alors vous avez raté la 1re, période super importante, du sommeil, partagé, mais j'ai connu des parents qui ont fait ça, qui ont permis à l'enfant de dormir, enfin, quand il avait 3 ans». Ouais. Oui, ça a peut-être répondu à un besoin, mais enfin fondamentalement non, non. Ce dont il a manqué là, à ce moment-là, tu le rattrapes jamais. De la même manière que le chaton, il récupérera jamais les réseaux de neurones nécessaires à la vue qu'il a ratés. Mmh. Donc on comprend bien parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages,
bon, il y a toujours eu, hein, mais là, il y a beaucoup de formations, de modes d'emploi pour les parents qui expliquent comment il faut qu'ils soient parents, apprendre à être parents. Donc en fait, si je comprends bien, l'écoparentalité, c'est d'une simplicité, enfantine. Il s'agit de répondre à son instinct. Donc ce qui me permet de te poser, cette question parce qu'aujourd'hui, l'existence d'un instinct maternel est sujet à polémique. On le confond, d'ailleurs souvent à tort avec le désir d'être mère qui, lui, n'est pas présent chez toutes les femmes. Donc, par instinct, on comprend cette, tendance innée à des actes, ou comportements déterminés. Est-ce que, aujourd'hui, on peut considérer que la société, elle nous coupe de ces instincts-là? Bah, je voudrais quand même répondre à cette idée de ouais, de méthode et tout ça. Alors effectivement, on voit pulluler, toutes sortes de formations, voilà. Heu, bon, alors d'un côté, moi je trouve ça, très bien que des gens, montrent d'autres façons de s'occuper d'un enfant, et aident des parents qui sont totalement déracinés, et hors sol de ce point de vue-là ou avec des backgrounds éducatifs assez désastreux. Voilà, je voudrais pas jeter la pierre à tout ça. Néanmoins, moi ce que je remarque, c'est que, quoi qu'on en dise, hein, oui, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un outil, l'outil devient le maître tôt ou tard. C'est-à-dire que si on n'a pas profondément, modifié sa perception, de la réalité, de ce que c'est que la vie, ce que c'est que un être humain, enfin toutes ces choses-là, la méthode, enfin le truc, la recette, ça va pas nous faire changer en profondeur en fait. Donc, alors c'est pas le cas de toutes les formations, mais il y en a beaucoup qui vont pas au fond de la remise en cause nécessaire pour arriver à être totalement épanoui dans un type de maternage intensif proximal ou même un type de parentage, hein, maternal, enfin proximal intensif. Parce que, on se heurte rapidement à: «Ah mais ouais, mais moi je peux pas allaiter sans arrêt, je suis toute seule, nin ou moi je dois reprendre le travail» ou que voilà. Mais, il me semble que le maternage intensif implique une remise en cause profonde de la manière dont notre société est organisée et dans la manière, heu, dont on accorde de la valeur à la vie et à un être humain en général. On n'est pas Mmh. dans une société qui, accorde une valeur sacrée à, à l'individu. On est dans une espèce de truc bizarre, voilà, d'exploitation des gens, des corps, dans voilà, une espèce de forme moderne d'esclavage, dans une espèce d'idéologie capitaliste patriarcale dans laquelle on est. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais bref, si on ne remet pas en cause ça, effectivement, ça peut être plus difficile d'embrasser pleinement tous comment dire? Toutes ces idées, qu'on évoque à propos du maternage proximal. Mais ce que je voulais dire quand même néanmoins à propos d'écoparentalité, comment dire? On n'est pas dans un ensemble de prescriptions morales, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Mmh. L'écoparentalité, c'est une philosophie pratique, comme tu l'as mentionné au départ, Mmh. qui a été construite, sur de l'observation. De l'observation. Moi, je ne fais que décrire des phénomènes. Je ne fais que décrire la nature des enfants. Ces observations, je les ai faites, évidemment, sur mes propres expériences, mais ça fait quand même maintenant, voilà, plus de 15 ans, que je fréquente des communautés de parents maternants, voilà, à travers mon expérience de doula, d'animatrice de la Leche League, et cetera, j'ai eu maintes occasions d'expérimenter, de voir, d'observer, la manière dont des femmes qui se laissent finalement aller à cet instinct que tu as évoqué tout à l'heure ou à ces instincts,
comment elles interagissent avec leurs enfants, et je vois les mêmes schémas qui se reproduisent. Donc, vraiment là, on n'est pas dans la prescription, dans le tu dois, ni même dans une pensée comme ça, un petit peu déracinée, comme celle de la psychanalyse de Caroline Goldman, excuse-moi de la reciter encore une fois. 2 fois Euh, là, c'est trop quand même, hein. voilà. Euh, c'est la nature des enfants. C'est vraiment l'observation de la nature des enfants, de ce qu'ils veulent, de ce à quoi ils s'attendent, et que en fait, nos sociétés leur refusent plutôt que de leur donner comme un dû incontestable à leur biologie, un dû, comment dire, un droit fondamental. Voilà, un droit fondamental. Et donc, voilà, cette notion n'a rien de théorique. C'est vraiment quelque chose qui a été induit des observations que j'ai faites. Ce n'est pas une construction a priori, c'est une construction a posteriori qui vient un petit peu montrer le point commun de différents comportements que des parents ont pu adopter pour aller dans le sens du continuum de l'espèce humaine. Et il y a une grande variété, une grande variété avec plein de points communs. Ce qui permet de faire les points communs, eh ben, ce sont nos instincts. Tu l'as évoqué tout à l'heure et je me fais une super transition là. Bon, les instincts. Comment dire, on dit tout le temps l'instinct maternel, ça n'existe pas. Et moi, je réponds, eh bien, si, à condition peut-être d'apporter quelques précisions, voire une petite modification. Et plutôt que de parler de l'instinct maternel avec un grand I majuscule, parler des instincts maternels. L'instinct maternel ou les instincts maternels, c'est pas savoir comme ça en un claquement de doigts, sans réfléchir, sans essai, sans erreur, exactement ce dont a besoin un bébé qui pleure et voilà. C'est pas savoir quoi faire sans se tromper. Et dans ces cas-là, il y aurait les femmes. Oh, celle-là, elle a l'instinct. Tout de suite, elle l'a pris dans ses bras, elle a arrêté de pleurer. Moi, j'y arrive pas. Non. Quand une femme a l'air à l'aise avec un enfant, enfin, elle n'a pas plus d'instinct qu'une autre. Quoique, note, je vais apporter une petite nuance après. C'est juste qu'elle a probablement simplement de l'expérience. Elle a peut-être plusieurs autres enfants. Ou alors, quand elle était enfant, elle oui d'ailleurs, hein, je dis elle sans arrêt, mais elle a eu de nombreuses, enfin, parce que ça pourrait être aussi un papa, elle a eu de nombreuses occasions de s'occuper de bébés. Voilà. Donc, c'est pas ça. Les instincts, c'est ce avec quoi c'est ce dont tu es équipé par ta biologie en tant que membre de l'espèce humaine qui pourvoit à la reproduction. Hein. Donc, tu ne nais pas avec un mode d'emploi, ça c'est sûr. Quoique le mode d'emploi, qu'est-ce que ça pourrait être? Un mode d'emploi, ça pourrait être d'autres femmes ou d'autres personnes qui t'entourent et qui te montrent la voie. Ça peut être ça un mode d'emploi. Tu conviendras que les modes d'emploi qui circulent dans notre société, ce n'est pas des modes d'emploi de maternage proximal. Alors, comment tu fais dans ces cas-là? Tu te raccroches à tes instincts biologiques. Ça, par contre, tu l'as. Et toutes les mères l'ont. Okay, tu es équipé de différents instincts qui vont te faciliter la tâche. Susan Colson. Je voulais parler de Susan Colson, c'est une sage-femme qui a observé les comportements instinctifs des mères qu'on laisse tranquilles, tu sais, où il n'y a pas une armée de pédiatres et de médecins et de sages-femmes qui débarquent et qui expliquent à la maman ce qu'elle doit faire. Donc, il y a des heures de filmer les mamans qui se comportent instinctivement. Et donc, elle a fait des observations cliniques de ces mamans-là et elle a proposé le concept de biological nurturing, qui signifie soins biologiques, voilà, façon de s'occuper des enfants, élevage biologique, enfin bref. Et en français, d'ailleurs, elle a proposé le terme allaitement instinctif. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, hein, simplement, elle l'a observé et elle a dit, bon, il faut arrêter de dire que les femmes, elles n'ont pas d'instinct. Hein. Et l'accouchement, après l'accouchement en lui-même, ça déclenche, ça met en route un certain nombre de processus biochimiques qui vont soutenir la jeune mère et l'aider à adapter son comportement et ses réponses aux stimuli
enfin aux signaux émis par le bébé. Voilà. Et le bébé, à son tour, il peut développer, voilà, face à des stimuli, comment dire, auxquels il s'attend, il peut développer tous les réflexes archaïques dont il est pourvu à la naissance et qui vont l'aider à assurer son attachement à la mère. Mais en premier lieu, la prise de sein. C'est vraiment le premier geste d'attachement, c'est the latch, l'enclenchement, la clé, la claque, la bouche sur le sein de la mère. Le premier Mmh. truc, quoi. Et alors, je disais tout à l'heure, la petite parenthèse. La petite parenthèse, c'est quand il n'y a pas d'interférence. C'est très important. Quand il n'y a pas d'interférence et quand on n'est pas trop abîmé aussi. Parce Ouais. qu'évidemment, il faut prendre en compte qu'on peut avoir été extrêmement traumatisé dans son existence. Des femmes Mmh. qui ont été victimes d'abus sexuels, par exemple, ou qui ont subi énormément de violences. Ça peut être très, très difficile. Il peut y avoir des verrous très, très importants au lâcher-prise nécessaire à la mise en place des instincts maternels. Mmh. Et évidemment, les interférences. Les interférences, c'est tous ceux que Michel Audin a appelés les agents culturels, que sont la sage-femme, le pédiatre. Ils ont pas, enfin, ce qu'on croit tout le temps, c'est l'objectivité scientifique de ces gens-là. Non, non, non. Ces gens-là véhiculent, charrient de l'idéologie, mais par brassée. Et c'est pour ça que Michel Audin les appelle les agents culturels, parce qu'ils sont là pour intervenir dans la relation et, comment dire, orienter cette dyade-là qui, normalement, est tout à fait équipée biologiquement pour interagir et cohabiter et se développer. Eh bien, cet agent culturel va intervenir pour instaurer un type de relation qui est le type de relation attendu socialement. Euh, voilà, donc s'il n'y a pas d'interférence, le bébé peut développer ses réflexes archaïques qui vont l'aider à assurer son attachement. Et la maman aussi, de son côté, si elle n'est pas dérangée, elle va spontanément adopter des postures et des gestes qui vont rendre l'allaitement plus facile. Voilà. Et il faudrait parler de l'instinct maternel au pluriel. Ça, c'est quand même très important parce que finalement, il n'y a pas un instinct maternel, mais il y a toute une gamme de réponses spontanées et adaptées des femmes qui viennent d'accoucher aux stimulus et aux signaux émis par le bébé qu'elles viennent d'enfanter. Et voilà. Et ça peut aller du maternage intensif au rejet en fonction effectivement des conditions initiales dans lesquelles se trouve la mère, comme je l'ai décrit tout à l'heure, qui peut avoir subi de divers traumatismes. Voilà. Évidemment, ces instincts-là, c'est le truc sûr sur lequel on peut compter, en fait. C'est ça, hein. C'est le truc sûr et sur lequel on peut compter et dont on est pourvu par notre biologie, qui va nous permettre de faire cette bonne prise initiale, qui va donner de bonnes bases à une relation qui après va se construire. Oui, il y a de la construction, mais une fois qu'il y aura cette bonne base qui sera mise en place. Et il n'y a rien de plus solide que ça. Et on en a fait quelque chose de fragile. Oh, l'instinct, c'est fragile. Oh là là, machin, tout ça, c'est fragile. Oui, ça l'est, parce que si on interfère, mais si on n'interfère pas, eh ben, on peut vachement compter là-dessus. Et tout ce Mmh. qui vient après, c'est plus l'instinct. C'est une relation qui se construit au jour le jour, où chacun se découvre, apprend l'un de l'autre, s'adapte l'un à l'autre. C'est tout simple, encore une fois. Enfin, ça pourrait être Dit simple. comme ça pourrait être simple, ouais. Mmh. Mmh. Bon, Daliborka, je voulais parler avec toi de la liberté d'instruction, des apprentissages autonomes, mais je crois vraiment que ça fera l'objet d'un autre podcast. Ça sera l'occasion, si tu es d'accord, d'échanger à nouveau avec moi là-dessus parce que je pense que voilà, ça fera un podcast trop long et c'est tellement intéressant comme sujet que ça mérite peut-être d'y revenir complètement. Je ne sais pas ce Ah que ben, tu en penses. avec grand plaisir, hein. Alors là, sur cette question-là, je suis bien intarissable, hein. Ok. Donc peut-être pour conclure cet épisode sur l'écoparentalité, est-ce que tu peux
nous parler peut-être de ta maison d'édition ou de présenter quelques livres que tu viens récemment de faire paraître? Bah, écoute, j'aime tous les livres que je publie, d'abord James Acré, je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Il a écrit un bouquin Ouais. qui s'appelle «Le problème avec l'allaitement, réflexions personnelles», malheureusement qui est en rupture de stock bon, voilà, il y a des difficultés financières, hein, je suis pas la seule dans cette situation-là. La crise économique est passée par là, donc c'est vrai qu'on a tendance à favoriser nos nouveautés par rapport à nos anciens livres, mais ce livre-là, c'est le livre, pour lequel mon amie, Violaine et moi, on a eu envie de créer cette maison d'édition pour pouvoir le traduire et le publier. C'est vraiment un ouvrage fondamental. Bon, c'est dur pour moi de faire une sélection, mais il y a tellement de livres importants. Serre-moi fort de Carlos González. Voilà, pour vous expliquer ce que c'est qu'un petit bébé et quels sont les attendus d'un petit bébé et pourquoi un bébé demande ça plutôt que ça. Et enfin voilà, il est génial. La domination adulte de Yves Bonnardel. Sur la remise en cause de toute notre idéologie éducationniste, selon laquelle, les enfants sont des êtres mineurs finalement, voilà, cette vision développementaliste, ils sont pas complets, il faut sans arrêt intervenir et agir sur eux pour les rendre complets. Mmh. Hem, à moi, lorsque l'ego paraît de Valérie Vaillé, mais Valérie, c'est une grande amie. On a grandi en tant que maman ensemble, on a développé toutes sortes d'idées et de concepts ensemble. Voilà, si vous lisez un de ses bouquins, je pense que vous verrez le mot répondance et consolance aussi souvent que vous le lirez sous ma plume à moi. Elle a une conception extraordinaire de l'ego qui prend complètement le contre-pied de l'ego. C'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Et Valérie, elle dit, mais non, au contraire, un ego, on est des égos écorchés qui n'ont pas été suffisamment choyés quand ils étaient petits. Et elle rejoint énormément de réflexions de Jane Lidloff. Évidemment, la naissance orgasmique de Elizabeth Davis et Debra Pascali-Bonaro sur la naissance et la dénonciation de toute cette vision patriarcale sur l'accouchement. Voilà, vivre sa fertilité naturellement. Je sais Ouais. pas, il y a plein d'ouvrages. Et j'ai trop peur que des auteurs m'écoutent et ils disent: «Ah, tu as oublié de parler de mon livre!» Oui, Les non, livres mais de toute façon, de Philippe Bardot, Natacha Butzbach, ouais, que il me semble tu as ouais, interviewé aussi ici. oui. Hem, Evelyne Mester, Mon enfant, mon égal, c'est magnifique comme bouquin. Et il y en a plein qui arrivent, hein, là, qui arrivent et qui sont super. Ah, À l'été des années, alors ce bouquin est génial, de Anne Sinnott, une enquête sociologique sur l'allaitement long, en particulier. Voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, pour, tout ça, pour, ton témoignage et ton partage et puis, bah, j'espère à bientôt du coup, dans le podcast pour aborder, notamment, bah, la liberté, d'instruction qui est, fondamentale. Avec plaisir. Merci À beaucoup. bientôt Daliborka, salut! Salut. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.